que nous, on est censé avoir des moyens pour les aider. Et en fait, on n'a pas, la plupart du temps, on n'a pas ces moyens. Donc, Ouais, on est juste là pour dire, il n'y a pas de moyens, et puis démerdez-vous, quoi. j'allais demander justement sur ce poste-là si tu avais beaucoup de responsabilités, donc il y a cette Ouais, responsabilité-là ça, dont c'est tu une de nos parles. plus lourdes responsabilités. Ouais. Très, très lourde. Salut à tous, bienvenue dans ce 5e numéro de Raconte-moi ton métier. Ce soir, je reçois... Jim, Et Jim, tu fais quoi dans la vie? alors je suis éducateur spécialisé ou travailleur social, mais ouais, éducateur spécialisé, c'est le métier. Ouais. D'accord, et depuis combien de temps? Depuis 11 ans maintenant. 11 ans, d'accord. Donc, toi, tu as travaillé sur plein de secteurs différents, donc Ouais. on va survoler ça. Donc, comme d'habitude, il y a eu un live sur Twitch qui dure assez longtemps et qui est très complet, très très intéressant. Donc, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, donc c'est direction le live qui sera aussi du coup en ligne. Là, c'est une synthèse. Euh, Ton parcours scolaire commence au lycée. Alors, j'ai eu mon bac général, et derrière, j'ai fait une fac de sociologie, donc une licence de sociologie de 3 ans à l'université. Et après les 3 ans, j'ai travaillé 1 an et je suis rentré en formation d'éducateur spécialisé, donc une formation professionnelle de 3 ans qui se fait, du coup, qui se passe sur concours. Donc pour rentrer à l'école, il faut passer un concours, et une fois qu'on est pris après ces 3 ans d'études. D'accord. Et donc c'est un concours et il faut le bac pour passer le concours. Ouais, c'est le seul critère pour être éligible à la formation, c'est d'avoir le bac et de passer le concours. D'accord. Les études sont comment? Les 3 ans d'études sont assez riches et intéressantes. C'est 1 an et demi de théorie, donc c'est-à-dire de cours à l'école avec un prof ou une prof qui nous explique des choses. Et l'autre partie, c'est des stages. Donc en fait, il y a 3 stages dans 3 milieux d'intervention différents, 2 stages de 3 mois et un stage long de 9 mois. Donc ça permet de vraiment découvrir le métier sur le terrain, quoi. D'accord. Parce que tu disais dans le live que c'était pour toi un métier qu'on apprenait vraiment sur le terrain plutôt que... Ouais, c'est un métier de terrain, vraiment un métier de terrain, donc c'est sûr que ça a des atouts de pouvoir comprendre et de connaître un petit peu des concepts de psychologie, de sociologie, mais ça prend vraiment aussi, c'est ça, une expérience de terrain, un savoir-être et savoir-faire qui se développe, c'est ça, au contact des gens dans le métier, quoi. D'accord. Euh, Pourquoi tu as choisi ce secteur-là? Parce que j'ai toujours voulu, alors ça va sonner très cliché, mais je peux pas l'exprimer autrement, j'ai toujours senti une volonté de pouvoir être utile, d'aider des gens qui étaient dans la difficulté. Euh, je pense que ça me vient de mon père qui était lui-même travailleur social, il était du coup éducateur spécialisé lui également, avec des personnes autistes. Et je sais pas pourquoi, mais moi, c'est ça qu'on a commencé à me poser la question autour du collège. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Pour commencer à travailler sur l'orientation professionnelle, pour moi, c'était naturel. Si je peux aider des gens qui en ont besoin, c'est ce que j'aimerais faire. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé dans le métier, quoi. D'accord, d'accord. Euh, donc la question suivante, c'est normalement quelle est ta mission, mais vu que c'est un secteur où il y a plein de métiers différents au Ouais, final, quoi. Un ouais. métier mais plein de missions Mm. différentes. Tu peux survoler les populations avec lesquelles tu as pu Ouais. travailler, toi, au cours de ta carrière? En fait, c'est un métier où, en effet, du coup, le public avec lequel on peut être amené à travailler est très large. Ça peut être des enfants qui ont besoin d'un appui en plus du milieu familial pour avoir une sécurité, une stabilité et un bon contexte pour évoluer et se développer. Donc des enfants, des adultes en difficulté sociale, ça peut être avec des parcours d'incarcération, de rue, des problématiques d'addiction, des problématiques de santé mentale, et ça peut même aller jusqu'à des personnes âgées avec... je sais qu'il y a des éducateurs spécialisés qui travaillent dans des structures pour des personnes
âgés. Donc c'est très très large et on peut être amené à travailler avec des publics vraiment très différents. Hein. D'accord. Et donc, les missions que tu as pu avoir, ça donne quoi? Alors l'émission, bah moi j'ai commencé plus au début, j'ai commencé à travailler comme éducateur spécialisé plus avec des jeunes, c'est-à-dire des mineurs, donc des enfants ou des jeunes adultes. Et du coup c'était des enfants qui pouvaient pas bénéficier de l'appui d'une famille pour se développer. Ou en tout cas un appui mais pas suffisant pour avoir des conditions matériel et affectif pour avancer dans leur vie, avoir le soutien nécessaire pour pouvoir c'est ça, se réaliser, réaliser les projets qu'ils souhaitaient faire. Donc du coup, au début de ma carrière, c'était avec des jeunes, donc être un soutien social, moral, psychologique, et pour permettre à ces jeunes de les aider à rentrer dans la vie adulte dans les meilleures conditions possibles. Donc ça, c'était une partie de mon expérience. Après, j'ai travaillé aussi avec des personnes qui avaient des problèmes de santé mentale, des problèmes, c'est-à-dire qui pouvaient être des troubles psychiques comme la schizophrénie, des troubles bipolaires, et du coup, qui pouvaient avoir du coup de fait ces problèmes de santé mentale, des difficultés un petit peu à trouver leur place dans la société, qui avaient une tendance à se replier sur elles-mêmes, à s'isoler. Et du coup, j'ai pu accompagner un petit peu pour aider les personnes à être entourées, pouvoir pas trop s'isoler. Et ensuite, j'ai travaillé avec des personnes avec des addictions, des usagers de drogue en fait. C'était un centre qui accueillait et qui avait pour objectif de réduire les risques liés à la consommation de drogue. Alors les risques, c'était des risques de santé, donc le VIH, les hépatites, mais aussi les risques sociaux. C'est-à-dire que quand une personne a des gros problèmes d'addiction, ça peut amener des problèmes sociaux, exclusion, problèmes de logement, problèmes de revenus. Et nous, du coup, en tant que travailleur social, je travaillais aussi sur ça, c'est-à-dire faire en sorte que la personne, dans sa consommation, elle puisse avoir des conditions sociales dignes qui lui permettent aussi de pouvoir être dans des dispositions un minimum confortables pour pouvoir aussi se sortir de sa problématique si elle le désirait, quoi. Donc j'ai fait ça, et puis là actuellement je travaille avec les personnes sans abri. Donc je suis répondant 115, donc c'est le téléphone national pour les personnes sans abri qui sont sans solution d'hébergement. Donc je réponds aux personnes sous domicile fixe qui demandent un hébergement d'urgence. Donc moi j'oriente vers les structures qui existent en fonction des moyens qu'il y a. Et j'oriente aussi vers les structures d'hébergement pour les personnes qui sont éloignées du logement pour X ou Y raison. Et donc qui ont besoin d'un dispositif d'accompagnement spécifique pour les aider à pouvoir vivre en logement, pas vivre dehors dans la rue, quoi. Donc c'est un petit peu une partie de mon expérience professionnelle. Je vous ai pas tout dit, sinon ce sera trop long. Ça sera trop long. Donc dans cette expérience-là, il y en a une qui est... il y a un élément qui est important aussi dont on peut parler, c'est que tu étais au Canada, donc ton diplôme, le diplôme français est reconnu au Canada. Donc il est peut-être dans d'autres pays ailleurs, je sais pas. Ouais, je pense Belgique, les pays francophones. En tout cas, pour ce qui est du Canada, moi j'ai habité 5 ans au Québec, donc province canadienne. Et ce que je peux dire, c'est que les gens qui souhaiteraient avoir une expérience professionnelle au Canada, il y a quand même beaucoup de travail, il y a quand même des facilités, beaucoup d'accords avec la France, notamment au Québec, pour faire en sorte que nos diplômes soient reconnus là-bas et qu'on puisse avoir des possibilités d'accès à l'emploi, comment on appelle ça, des emplois qualifiés avec nos diplômes français. Donc c'est facilité. Moi j'ai pu travailler comme éducateur spécialisé, mon diplôme était reconnu là-bas et ça s'est très bien passé. C'était une expérience vraiment super enrichissante. Ok. Normalement la question suivante c'est à quoi ressemble une journée de travail, mais bon c'est très différent et puis tu as eu plein d'expériences différentes. On va se focaliser donc sur ton expérience actuelle, parce qu'en plus elle est en France, donc on peut parler de c'est ça. ce qui est le plus pertinent.
Une journée de travail aujourd'hui pour toi, c'est quoi? Journée type. Alors, ça dépend. J'ai pas une journée qui se ressemble, mais on va donner l'exemple de une journée de permanence, c'est-à-dire une journée d'accueil des personnes en demande. Euh, on va dire que le matin, je suis sur la permanence téléphonique, c'est-à-dire que je réponds aux personnes qui appellent le 115 car elles sont dans la rue, et que quand on est dans la rue, qu'on n'a pas de solution d'hébergement, on peut appeler le 115 pour que qu'ils trouvent des solutions dans les hébergements d'urgence de la région où on est. Donc moi je réponds 115 et j'essaye d'orienter les personnes vers les structures en fonction des moyens qu'on a sur le département. Et en plus je réponds à tous les appels des personnes qui souhaitent savoir. Alors je suis en train de me faire expulser, je suis victime de violences dans mon couple et je souhaite pouvoir quitter cette situation. On peut avoir la prison qui nous appelle parce qu'il y a quelqu'un qui va sortir et qui va se retrouver à la rue quand elle va sortir. La police qui nous appelle parce qu'il y a quelqu'un qui dort dans la rue. Bref, on répond à toutes sortes de sollicitations en lien avec les personnes sans domicile fixe. Donc là, ça peut être une matinée où je suis permanent sur les téléphoniques. Et je peux être l'après-midi sur des entretiens d'évaluation où là, je vais rencontrer des personnes qui sont en difficulté au niveau du logement, qui n'ont pas de logement, qui dorment soit dans la rue, soit en prison, soit qui sont hébergés chez la famille ou des amis, mais ça ne tient pas, ça ne peut pas tenir sur le long terme. Et du coup, je dois les rencontrer pour évaluer un petit peu leurs difficultés, pour savoir quel type de structure d'hébergement pourrait leur permettre d'être aidés par rapport à leurs difficultés. Et donc là, je vais les rencontrer pendant 1 heure, leur expliquer comment le système des structures d'hébergement se passe, et leur poser tout un tas de questions sur leur vie. Quelles expériences ils ont eu au logement, où ils ont habité auparavant, est-ce qu'ils ont des revenus, est-ce qu'ils ont déjà eu des expériences professionnelles, au niveau de la santé, est-ce qu'il y a des choses particulières, des problèmes de santé, etc. Donc pendant une petite heure, je vais passer du temps avec des personnes à essayer de comprendre un petit peu ce qui explique leurs difficultés actuelles. Et ensuite, je vais faire un écrit, une note sociale, une évaluation qui restitue un petit peu la situation de la personne, qui va permettre à une commission de décider si oui ou non la personne peut être inscrite peut être admise dans une structure d'hébergement spécifique. Donc, dans une journée, je peux avoir affaire à une dizaine, quinzaine de sollicitations de différentes personnes et des personnes dans des situations extrêmement différentes. Ça peut être une personne à la rue avec une problème d'addiction, ça peut être une personne qui est dans un emploi, qui est dans une situation familiale avec des enfants, mais qui vit de la violence et qui du coup doit quitter le domicile parce que du coup il n'y a pas ça, victime de violences conjugales, des personnes qui se font expulser, des personnes qui arrivent d'un autre pays en guerre et qui arrivent dans la ville et qui n'ont pas d'endroit où dormir. C'est très 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 large. On peut avoir aussi des parents, des gens qui s'inquiètent pour des situations, des frères, des sœurs, des cousins, des grands-mères, ou des gens qui voient dans la rue et qui disent je vous contacte parce qu'il y a quelqu'un qui habite à côté de chez moi et ça se passe mal et je veux pas qu'il soit dans la rue, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc on a des journées très remplies et avec beaucoup de choses. D'accord. Quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer? La grande difficulté, c'est que du coup, les gens qui sollicitent sont dans des situations difficiles et que nous, les moyens qu'on a à disposition pour répondre à leurs difficultés sont très limités. Je vais donner un exemple très concret. Dans la ville où je suis, il y a un accueil de nuit d'urgence de 12 places. Ça veut dire que pour les personnes qui n'ont pas d'endroit où dormir, qui doivent dormir dans la rue, dans la ville où je suis, il y a 12 places. Et du coup, on a... C'est 12 places pour toute la ville? Pour toute la ville, ouais. Et même, non, plus que toute la ville, tout le secteur. C'est-à-dire que ça représente plusieurs villes. On va donner un exemple, ça pourrait être Rennes, ainsi que des villes alentours. D'accord. Donc là, on est sur des centaines de milliers de personnes. Ouais, on est sur des centaines de milliers de personnes. Et du coup, tous les jours, on a des personnes qui nous appellent
pour nous demander un hébergement d'urgence. Et on va dire une dizaine, quinzaine de personnes qui nous appellent tous les jours. Et en général, on a à peu près 2 places par jour sur l'accueil de nuit de la ville où je travaille. Ce qui veut dire que parmi les 15 personnes, on doit décider de savoir quelle personne on appelle en priorité. Du coup, on essaye de voir la personne qui est dans la situation la plus compliquée pour hiérarchiser un petit peu les demandes, ce qui est une position extrêmement difficile à tenir, parce que ça nous donne quand même une responsabilité très forte, ouais. et que ça nous ramène à notre... c'est ça. On voit des personnes qui sont très démunies, qui ont besoin d'aide, et que nous, qui nous appellent, et que nous, on est censé avoir des moyens pour les aider. Et en fait, on n'a pas, la plupart du temps, on n'a pas ces moyens. Donc on est juste là pour dire, il n'y a pas de moyens, et puis démerdez-vous, quoi. J'allais demander justement sur ce poste-là si tu avais beaucoup de responsabilités, donc il y a cette responsabilité-là. Ça, c'est une lourde responsabilité. Ouais. Très, très lourde. Et donc tu dois dire régulièrement, tous les jours, en fait, à des gens... Ouais. Dormez dans la rue, quoi. Ouais. C'est plus... c'est tourné comme différemment. ça, oui, en fait, la manière dont c'est tourné, c'est que les personnes appellent le 115, et on leur dit, on vous rappelle à cette heure-là s'il y a de la place. Ce qui fait qu'on ne leur dit pas directement, quand ils appellent, il y a de la place ou il n'y a pas de place. Et du coup, c'est dit un petit peu moins directement, mais c'est dit de la même manière. Ouais. Donc oui, si on ne rappelle pas, c'est qu'il n'y a pas de place, et ça veut dire que j'ai rien fait pour vous. Et puis en plus, vu le nombre de personnes qui appellent et le nombre de places, toi tu sais quand tu dis si je vous rappelle pas, à ce moment-là, tu sais qu'il y a des chances que tu vas pas rappeler. Ouais, après, j'ai pas encore dans ma tête le nombre de personnes qui ont appelé. Et j'ai pas non plus dans la tête la priorité. Oui, que je vais mettre, toi, c'est après que je vais... Parce qu'il n'y a pas de liste d'attente, quoi. Non, c'est ça, il n'y a pas de liste d'attente, parce que l'accueil d'urgence, c'est au jour le jour. Donc du coup, c'est au jour le jour que ça se décide s'il y a de la place ou pas. La personne ne peut pas réserver pour le lendemain, ou dire demain je serai dans la rue, je vais réserver une place. Non, c'est au jour le jour. C'est ça, il n'y a pas de selon le nombre de jours et puis même si la personne arrive à appeler avant, elle ne sera pas forcément prioritaire. D'accord. Donc il y a cette responsabilité-là qui est très importante, de choisir qui passe devant les autres. Ouais. C'est rude, hein. C'est très rude, faut être fort. Ok. Tes conditions de travail? Pas bonnes, dans le sens où en fait on fait quand même un travail qui est difficile émotionnellement, on est confronté à beaucoup de détresse humaine et de souffrance, et on est une petite équipe mais qui est très soutenante, c'est-à-dire que si le moindre personne d'entre nous est un peu fragilisé, ou etc., il y aura toujours quelqu'un pour lui dire ça va, est-ce que tu veux que je prenne le relais, etc. Donc on est très soutenants entre nous, ce qui permet ça compense un petit peu les difficultés auxquelles on est confronté. Donc ça, c'est pour le côté positif. Après, on a des bureaux, on n'a pas assez de bureaux, on n'a pas assez de place par rapport au nombre de personnel qu'on est, donc des fois on est dans des conditions un peu compliquées, donc ça pourrait être mieux. Ouais. Après, une partie de notre travail aussi, c'est l'accueil, c'est-à-dire que bien accueillir les personnes qui nous sollicitent, la première chose, c'est quand même de bien les accueillir, c'est-à-dire de les accueillir dans un endroit propre, où ils se sentent écoutés, respectés, et ça, je pense qu'on le fait assez bien, c'est correct. Mais le manque de moyens, il est avant tout financier, pour qu'il y ait plus en fait, qu'il faut, c'est pas plus de professionnels comme moi, c'est plus de place pour accueillir les personnes en difficulté. Et moi, il en faut quelques-uns, mais il faut plus mettre de l'argent sur les structures d'accueil que sur les gens qui orientent vers la structure d'accueil. D'accord, donc toi, tu perçois pas, en tout cas là où tu travailles, tu perçois pas de sous-effectifs, de problèmes d'effectifs, c'est pas... Non. Les personnes que je rencontre... parce que le problème, c'est le nombre de places, c'est pas le nombre de travailleurs qui orientent. Ok. Et est-ce que tu te sens considéré à la hauteur de ton rôle, sachant que là, tu as un rôle qui est très important? Pas à 100%. Financièrement, j'estime pas être... j'estime que je fais J'estime qu'on devrait être payé plus pour faire un travail de ce type. C'est un travail où on s'investit énormément, où on porte une charge émotive
lourde et on s'investit à 100% et du coup je pense qu'on devrait payer plus, ça c'est sûr. Et sinon, non, moi je fais mon métier par rapport à... c'est plus par rapport à la valeur que je lui donne, plus que par rapport... c'est ça, non, j'ai pas là. Parce que les supérieurs, non, correct, sans plus. Ok. Alors, qu'est-ce qui serait à revoir selon toi pour améliorer les choses? Il faudrait plus de moyens pour aider les personnes en grande précarité. La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Donc, c'est-à-dire, en fait, moi je m'inscris aussi dans un contexte plus global de crise du logement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui nous sollicitent, qui sont en emploi, mais qui peuvent pas se payer, qui peuvent pas accéder au logement. C'est-à-dire que si ils vont, c'est ça, chercher des logements, les propriétaires leur disent vous êtes en CDD, vous êtes en intérim, votre salaire n'est pas assez grand, etc. Du coup, c'est impossible pour eux d'accéder au logement. Et du coup, ils se retrouvent à venir voir des structures d'accueil pour les gens en grande difficulté, alors qu'ils ont des ressources, mais c'est juste que la société fait en sorte que ces gens-là se retrouvent dans la galère, quoi. Ouais. Donc en fait, au niveau du logement, moi ce que je constate, c'est qu'il y a un énorme problème dans beaucoup de villes en France, c'est que en fait, le marché n'est pas adapté à la réalité des gens. C'est-à-dire que quand je reçois des gens de classe moyenne qui viennent nous voir parce qu'ils ne peuvent pas se loger, je m'interroge un petit peu sur comment font les gens de... C'est presque classe- inédit ça voilà. en fait. Ça. Suis. Cette classe-là qui a ce problème de logement, c'est... Ouais. Et puis je peux amener aussi d'autres sujets où ça m'est déjà arrivé de voir des gens qui sont en emploi et qui sont, voilà, qui n'ont pas forcément de gros salaires, mais qui sont en emploi, qui travaillent, etc., pour qui ça va bien. Mais il y a l'emploi, mais aussi en plus la discrimination. Voilà, t'es noir, t'as un nom à consonance africaine ou maghrébine, etc. Et en plus ça joue, et donc du coup tu vois des gens et tu te dis mais qu'est-ce que vous faites à demander des structures d'hébergement alors que vous avez des moyens de vous payer un logement, mais ils ne peuvent pas accéder au logement. En tout cas c'est très très compliqué. Donc c'est dur quand t'as en général, des gens qui galèrent avec le logement, c'est des gens qui sont assez pauvres économiquement. Mais là, on voit des gens qui arrivent à avoir des revenus, etc. Mais même malgré ça, ils pourraient payer leur loyer. Ils pourraient payer leur loyer, mais... Donc imagine quelqu'un aurait ça. Comment cette personne est censée se loger? Ouais, c'est ça. Ou une personne qui, je sais pas, on va dire, qui travaille à mi-temps, ou qui travaille, je sais pas, mi-temps dans un métier qui n'est pas énormément payé parce qu'il travaille à mi-temps parce que ce soit des enfants, etc. Cette personne est indépendante. Comment on est censé se loger, je sais pas, c'est pas possible. Même pour les étudiants, là, à Rennes. Ou les étudiants, ouais. C'était très compliqué. Ma coloc, avant de venir là, elle avait pas trouvé de logement, du coup, elle était dans un Airbnb. Ouais. Et pourtant, les étudiants, en général, c'est plus simple pour trouver un logement. Ouais, là, parce qu'en général, les propriétaires sont plus... acceptent souvent des étudiants et n'accepteraient pas des salariés qui ont des revenus, contrairement à l'étudiant qui peut avoir soit les bourses ou soit les parents qui financent. Mais là, on est arrivé à un stade où même pour eux, les étudiants, c'est devenu compliqué. C'est compliqué pour beaucoup de gens. Alors, une anecdote positive sur ton travail. Parce que là, de ce que tu as, que tu as raconté, ça donne quand même une ambiance un peu morose de ton travail. Un truc un peu plus positif. Là, il y a pas longtemps, il y a un monsieur qui était un monsieur afghan qui est venu en France pour demander l'asile avec un parcours de migration, un parcours de combattant assez énorme pour traverser tous ces pays et ces continents pour se retrouver en France avec là aussi des conditions d'accueil qui ont été parfois rudes, mais que du coup c'est un monsieur qui a eu le statut de réfugié, qui travaille
à mi-temps pour une entreprise d'entretien industriel, entretien ménager industriel. Et du coup, ça, il parle pas très bien français et il a eu des galères. Il y avait des gens qui pouvaient l'héberger, mais du coup, ça s'est avéré compliqué. Il s'est retrouvé à travailler, avoir des revenus, aller à l'école pour apprendre le français dans le cadre de sa demande d'asile, etc. Et à dormir dans la rue. Donc, comment tu es censé maintenir ton travail et continuer à t'intégrer en France alors que tu es dans la rue et avec 700 € par mois, tu peux pas te payer de logement tout en t'appelant Mohamed Abdoul et ne pas être de nationalité française. Bon bref, il y avait beaucoup de freins à l'emploi et du coup j'ai pu demander à la préfecture de pouvoir trouver une solution d'urgence dans autre chose que les foyers. Parce que les foyers d'urgence, en fait, il y allait, mais par exemple, il y a 2 jours dans la semaine où il travaillait nuit. Du coup, les foyers d'urgence, c'est juste la nuit. Donc, du coup, il se retrouvait je le voyais venir avec des cernes au niveau des joues, et puis nulle part où aller, avoir dormi dans la rue, c'était compliqué. Et du coup, j'ai pu solliciter la préfecture pour cette situation en insistant un petit peu sur la vulnérabilité de la personne qui était dans l'emploi et qui mettait les choses en place pour que ça aille, mais qui allait finir par lâcher si on proposait rien de plus stable à cette personne. Et du coup, elle a pu avoir c'est ça, un financement pour de l'hôtel. Et derrière, elle a pu rentrer dans une structure d'appartement d'urgence où là, elle peut rester sur le long terme et où il y a de l'accompagnement pour l'aider à acquérir son logement. Ouais. Donc du coup, je sais que ma petite intervention derrière, elle donne des résultats concrets dans la vie de cette personne qui va pouvoir se maintenir dans l'emploi et puis accéder à un logement parce que c'est une personne qui a des ressources, quoi. C'est un exemple parmi Très bien. des centaines. Très bien. Mais des centaines, carrément. Ouais. J'exagère peut-être. Mais en tout cas, sur mon... c'est sur 11 ans d'expérience, j'ai donné des petits coups de pouce. Ok. Quand j'ai pu. Alors, la relation que tu peux avoir avec les gens dont tu t'occupes, c'est vachement important dans ce métier-là. Ouais. Comment tu la décrirais ? C'est une relation d'écoute, principalement. D'écoute et de bienveillance, je pense que les deux vont avec. Nous, on est là pour faire en sorte que les personnes soient dans les meilleures dispositions possibles. Et du coup, le but, c'est qu'elles ressentent aussi que nous, on est là pour les aider avec ce qu'on... C'est ça, on est des alliés, on est des partenaires, donc du coup... c'est de leur transmettre ça, le fait que elles ont pas forcément, elles n'ont pas besoin de mettre des méfiances, défiances, etc. qui peut derrière au contraire freiner les choses. Donc c'est ça, se montrer le plus empathique et bienveillant possible, les écouter, parce qu'en fait c'est à partir de leur réalité qu'on intervient. Donc la première chose c'est l'écoute. Et puis après de la patience, parce que du coup et de l'humilité, parce que du coup c'est les personnes qui ont un pouvoir aussi de faire des choses qui ont pouvoir d'action sur leur vie. Et du coup il faut aussi accepter que ça va aller au rythme de la personne et que c'est pas parce que tu dis faut faire ci, faut faire ça que ça va se passer comme tu veux ou comme tu voudrais, que ça va dépendre de la personne et que du coup il faut avoir cette patience et humilité dans le sens où notre travail a une importance, mais on porte pas tout. C'est ça. On va pas résoudre tous les problèmes du monde. Tous les problèmes, on va donner un coup de main. Voilà. Mais pas des super-héros, quoi. En fait, on donne un appui, un soutien, mais on résout pas les problèmes. On aide à les résoudre. Il n'y a que moi pour résoudre mes problèmes. Personne ne pourra les résoudre à ma place. Ouais, c'est ça. Parce que c'est mes problèmes à moi. Mais un coup de main, c'est toujours... Mais du soutien va m'aider à les résoudre. C'est ça. M'aider à être dans des bonnes conditions pour affronter ces problèmes et les résoudre. C'est ça que peuvent faire les gens qui m'entourent, quoi. Et c'est ce que j'essaye de faire dans le métier. Ok. Alors, est-ce que donc tout à l'heure, tu disais que tu estimais ne pas être bien payé.
Ouais, non, je pense que, Ouais. par rapport à la charge de travail qu'on fait, Combien t'es payé? là je suis payé 1600, avec, je crois que je suis passé à 1700 avec la prime C'est Covid. good, ouais. 1700 pour tant de responsabilités, effectivement. Pas, pas beaucoup. Ouais, pour moi, C'est, ouais, plus. Alors, à qui conseillerais-tu de faire ce métier? Bah, aux gens qui aiment être dans le contact avec d'autres personnes. Et ça, c'est la première chose. Si vous aimez être avec des gens et dans l'échange. Et si vous sentez que vous avez envie d'être utile pour, pour l'humain, pour les humains, Oui. si vous avez envie d'être utile pour les humains et que vous aimez être utile pour des humains, bah, do it. Hein. Mais il y avait du coup, lors du live, une jeune femme qui nous expliquait qu'elle, Ah elle oui. pourrait pas le faire Hmm. parce qu'elle est trop empathique. Ouais. Ah oui, en fait oui c'est ça, bah, par rapport à ce qu'il faut, ouais, je pense, il faut cette empathie, il faut avoir la capacité de se mettre à la place des personnes, bah, ça c'est ça l'empathie, hein, de se décentrer un petit peu de sa vision à soi, de sa façon de ressentir les choses et de voir les choses pour se mettre à la place de l'autre, et puis c'est ça, c'est de se décentrer un peu. Et il faut aussi avoir la possibilité de se protéger émotivement. C'est-à-dire que quand des situations nous touchent émotionnellement, ce qui est normal, il faut avoir la possibilité de pouvoir ne pas se faire happer par ça et se retrouver dans une situation c'est ça, de vulnérabilité psychologique. Donc il faut réussir à pouvoir, c'est ça, pouvoir mettre de la distance quand même par rapport à des événements, des émotions difficiles. Donc ouais, une capacité à se protéger émotionnellement en fait. C'est important parce que du coup, il faut bien expliquer que dans ton métier, tu es amené à Ouais. voir au quotidien à peu près tous les malheurs de la Ouais, vie. c'est ça. Mais en fait, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Parce que moi, mes premières expériences professionnelles dans mon métier, en fait, la nuit, je rêvais de mon travail. C'est-à-dire que ce que je vivais était trop fort, trop lourd émotivement pour que je m'en détache. Je rentrais de voiture, je pensais à ma journée, aux gens avec qui j'avais travaillé la journée, et je dormais, et ma journée de travail continuait dans ma tête. Mais ça, c'était vraiment mes premières expériences professionnelles. Et j'aimais quand même mon travail, donc avec le temps, j'ai continué à le faire, et j'ai réussi à pouvoir, c'est ça, mettre un peu, à me protéger émotionnellement, c'est-à-dire à pouvoir couper, à pouvoir réussir quand je rentre chez moi, à ne plus tourner en boucle sur ce que j'avais vécu, aux situations que je vivais. Donc c'est pas parfait, dans le sens où des fois je suis affecté, quand je rentre de ma journée, je finis ma journée, je suis encore affecté par ce que j'ai vécu, mais la plupart du temps, j'arrive à me dire, Jim, t'as ta vie à toi aussi, il faut savoir te détacher un petit peu de ce que tu vis au travail. Ouais. Donc il faut avoir cette capacité-là à supporter des situations extrêmes. D'accord. Et donc, dernière question. Est-ce que tu penses faire ce métier toute ta vie? Ouais, pour l'instant, oui. Oui. C'est un métier où il peut y avoir, où il peut y avoir de l'usure psychologique. Je pense qu'il faut être très vigilant. Parce que du coup, il se peut qu'avec toute notre vie, il peut y avoir des moments où on n'arrive plus émotionnellement à se protéger. Pour l'instant, ça n'est pas arrivé, mais ça pourrait m'arriver. Je sais pas Mais en tout cas, j'aime ce métier et je pourrais le faire toute ma vie si émotionnellement j'en suis apte. Ouais. Parce que je trouve que c'est un métier formidable. Où on peut apporter des choses positives pour des gens. Et je trouve ça magnifique. Et je trouve que ça vaut la peine d'être fait Ouais. pendant très longtemps. Du coup, tu disais aussi, donc,
qu'actuellement c'est un secteur en tension, que donc si vous cherchez un métier humain et surtout faire des études qui vont vous amener vers du travail, Ouais, allez-y. allez-y. EduxP, alors vous sortez de formation, vous avez du taf, vous avez le choix de ce que où vous voulez travailler, dans quelles conditions vous travaillez. Moi, je peux travailler très bien. Là, en ce moment, j'ai un travail un peu bureau, de 9h à 17-18h, mais je peux aussi travailler dans un centre avec des horaires où je fais un week-end sur 2 ou sur 3, avec des horaires décalés. En fait, il y a un tel choix de structure que, honnêtement, il y a moyen de s'y trouver par rapport à ce qu'on... Et puis de changer du coup Et facilement de changer, quand on se lasse. Ouais, peut- si on se lasse, ouais. Si on est fatigué de faire ce qu'on fait, qu'on a fait le tour, qu'on se dit j'aimerais bien découvrir autre chose, bah, il y a la possibilité de faire des choses très différentes, quoi. D'accord, très bien. Bon, on arrive à la fin du coup de cette interview. Sachez que donc, le live était, je le répète, extrêmement dense et je vous invite à le regarder si vous avez le temps et surtout l'envie, si cette petite synthèse vous a plu. Je ne sais pas trop quand je reviens pour cette émission. Il faut que je vois, mais je tâcherai de revenir vite. N'hésitez pas, donc je le dis tout le temps, vous savez, des likes, des commentaires, surtout pour l'algorithme, et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format, si vous avez des questions, et si vous avez aussi des idées en fait de métiers dits essentiels. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Merci Jim. Bah, de rien. Un grand plaisir. Pareil. Et salut. Ciao. Bye.